Moi, je suis très gaulliste aussi sur cette question-là, mais je crois que les gens qui font profession de politique ne défendent pas le peuple. Ils s'en servent, ils lui parlent, ils l'invoquent, mais que quand on fait profession de politique, on défend sa boutique. Jadis, on avait un métier, puis on faisait de la politique. Aujourd'hui, on fait de la politique son métier. Macron nous le dit lui-même qu'il déteste le peuple. C'est-à-dire qu'il fait 5 ans, et puis il dit « Ah, j'ai appris à découvrir le peuple, la France, je savais pas trop ce que c'était, quoi. » C'est formidable, ça. On se dit « Mais la politique, c'est pas juste de dire « Je veux des postes, je veux des places, je veux un boulot de politique politicienne », c'est de dire « Il y a un pays, est-ce qu'on pourrait pas le faire durer ?» Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Un grand merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de VA+. Alors les abonnés de la chaîne et les lecteurs de Valeurs Actuelles vous connaissent bien. Si tous ne vous ont pas lu, ils vous ont entendu à la radio, ils vous ont vu à la télévision. Appréciez votre liberté de ton qui va parfois, et c'est tant mieux aussi, jusqu'à les déranger. Vous êtes tout à la fois philosophe, essayiste, fondateur plus récemment de la revue Front Populaire, et on ne compte plus les livres que vous avez pu publier et que vous publiez encore à un rythme assez effréné. Dans quelques jours, ce sera Anima, le 4e volume de votre brève encyclopédie du monde, mais c'est bien pour le 3e volume de la Nef des Fous, sorte d'éphéméride de l'année 2022, que nous avons voulu vous inviter, probablement parce que ce livre éclaire d'une façon crue notre actualité immédiate. Aussi, Michel, avant d'y revenir, j'aimerais pouvoir recueillir votre sentiment sur la période que nous vivons et sur laquelle, je n'en doute pas une seconde, vous avez déjà noirci des pages entières, rageuses, peut-être même désespérées, dans votre prochain Nef des Fous. Désespéré, non, parce que je crois que ça sert à rien, le désespoir. Je crois qu'il faut être joyeux un peu, plutôt devant ce désespoir annoncé par le quotidien. De fait, je pourrais presque annoncer l'année prochaine, puis l'année suivante, puis l'année d'après, avec le même genre d'histoire. Il faudrait peut-être que je fasse même un volume avec des histoires inventées, tellement c'est fou. Et régulièrement, tous les matins, je fais ma petite revue de presse, et puis j'écris de temps en temps, enfin toutes les 3 semaines ou tous les mois, et j'ai tendance à oublier. Je me dis, mais j'avais oublié ce genre de choses. Et l'effet d'accumulation fait qu'on se dit, mais c'est ça le journal de la décadence d'une civilisation. Il y a quelque temps, je cherchais, j'ai pas lu tous les romans, j'adore les romans comme vous le savez, mais je cherchais chez Valère Maxime, chez Aulugel, enfin chez ces gens qui ont écrit des choses magnifiques sur l'Antiquité, ou Amiens Marcellin, des choses qui nous renseigneraient sur la décadence de la civilisation romaine. Mais en fait, on trouve pas vraiment. Et en fait, j'ai fait un AVC il y a quelques temps, et j'avais commencé ce genre de petit exercice, j'avais quand même l'esprit un peu chamboulé, et de synthétiser un petit peu l'information avec ces espèces de traits un peu grinçants. C'était 2 lignes. Et puis 2 fois 2 lignes par jour. Bon, c'était quand même comme ça quelques temps. Et puis un jour, j'ai retrouvé ça. Je me suis dit, mais je devrais faire ça sur une année entière. Je l'ai fait 1 fois, puis 2 fois, puis là, c'est le tome 3, effectivement. Mais j'assiste moi-même à ce spectacle que je mets en scène, mais dont j'ai oublié que je le mettais en scène, parce que franchement, c'est délirant. Plus ça va, plus c'est délirant. Est-ce que aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en France, de l'actualité à la fois politique, sociale, que les Français connaissent, est-ce que vous riez encore? Aujourd'hui, c'est, je ne sais même plus à la combienième journée de mobilisation des Français contre la réforme des retraites. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron s'exprimait en réponse finalement au blocage, mais sans qu'il ne produise aucun discours, qu'il ne projette aucune vision, qu'il n'essaye de dénouer et d'apaiser les tensions. Comment vous voyez la situation actuelle en France ? Il y a une psychopathologie du personnage, Emmanuel Macron, avec un enfumage perpétuel. Voilà quelqu'un qui est toujours nimbé dans une espèce de brouillard vaporeux. Il a dit une chose et son contraire. Et c'est comme ça systématiquement, la fameuse théorie du en même temps. Mais quand on se débrouille pour éparpiller ou pour faire disparaître le brouillard, il y a une ligne très claire chez lui, très très claire. Et quand on a décidé qu'on n'allait plus écouter ce qu'il dit, mais regarder ce qu'il fait. Et voilà quelqu'un qui a une feuille de route, elle est totalement maastrichtienne, et il ne déroge jamais. C'est en même temps quand il s'agit du discours. Donc en même temps, c'est la France est colonialiste, etc. En même temps, il faudrait pas que la guerre d'Algérie soit une rente mémorielle. Alors on se dit, finalement, il pense quoi très précisément sur ce sujet? On peut pas tout dire, quoi. Il y a pas de culture en France. Il y a une culture française. Enfin, tout est dit. Puis en même temps, on dit, allez, on oublie ce qu'il a raconté, on regarde juste ce qu'il a fait. C'est la feuille de route maastrichtienne.
Disparition de l'État, disparition du peuple, disparition de la nation. On impose le système. Là, par exemple, personne ne dit que la question de l'Europe, la question de la retraite, c'est la question de l'Europe. C'est l'Europe qui donne la feuille de route. Et qui dit qu'il va falloir permettre aux fonds de pension qui détiennent notre propre dette de faire un peu de bénéfice sur la question des retraites. C'est ça la question. Donc, mais personne ne le dit. Évidemment, sûrement pas Mélenchon, qui est le meilleur idiot utile de Macron. Sûrement pas Marine Le Pen, qui sait pas trop quoi penser, ça la déborde un petit peu. Les Républicains, ils veulent juste défendre un petit peu leur truc. Les socialistes, ils sont dans la logique de la NUPES, donc ils disent Mélenchon dit quoi, il a dit ça, donc on y va aussi, etc. Mais le seul qui l'a confessé, c'est Alain Minc, qui, de manière assez troublante, a expliqué que la seule et unique raison qui expliquait que finalement Emmanuel Macron soit presque forcé et contraint d'aller jusqu'au bout de cette réforme, c'était parce qu'il était, d'une certaine manière, otage des marchés et que pour pouvoir continuer à emprunter à des taux raisonnables, presque similaires à ceux du bon élève, l'Allemagne, il lui fallait consentir à cette réforme. Ouais. Bon, c'est pas ce qu'il a sniffé ce jour-là, mais je trouve ça... je me suis dit, mais c'est un clone, c'est quelqu'un qui... Je sais pas, enfin... Mais bravo Alain Minc. Moi, je suis vraiment très content quand des gens nous disent la vérité et que ça vienne d'Alain Minc ou d'un autre. Mais là, je salue d'autant plus c'est pas la lucidité, mais la franchise du personnage. Au moins, il nous dit ça. Bon, voilà, on n'est pas un ennemi, dans ces cas-là, on est un adversaire. On peut combattre. Voilà une thèse, et on peut débattre sur cette thèse. Enfin, voilà quelqu'un qui dit vrai, qui dit juste, bravo. Mais par ailleurs, personne ne dit ça. On dit juste, il faut défendre le système de retraite, il faut défendre la société française, mais c'est pour l'avenir de nos jeunes générations. Et ce genre ça, c'est de l'enfumage. Il s'agit juste de dire, dès qu'on fait quelque chose, il s'agit de détruire la France pour Macron. C'est ça. Donc, dès qu'on dit... Quoi qu'il en coûte, ça veut dire nous allons nous endetter auprès de l'Europe, ça veut dire que comme ça on va être obligé de rester plus longtemps en Europe, etc. Ça veut juste dire ça. Là où le général de Gaulle disait il faut penser à la France et aux Français, à la nation, à la durée de la nation dans l'histoire, lui il dit il faut travailler à la destruction de la nation, il faut d'abord penser à l'Europe, parce que l'Europe doit être la courroie de transmission du grand marché planétaire et que les ordres de Moscou, les ordres que Paris a, il les reçoit de Bruxelles, qui les reçoit de Washington, et encore c'est même plus Washington, c'est la côte ouest, c'est la Californie, c'est Los Angeles, ce sont les GAFAM qui font la loi. Abonnez-vous à notre offre rejoindre. Mais l'offre rejoindre, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit abonnement qui vous permet d'avoir accès à nos reportages et à nos entretiens en intégralité, ainsi qu'à des vidéos coulisses, et vous pourrez même échanger directement avec nos journalistes. Le tout pour 3,99 € qui nous permettent de continuer à produire ce journalisme connecté au réel. Donc ça obéit à une volonté. Je pense qu'il y a une vraie volonté chez ce monsieur, mais elle est la même que celle de François Mitterrand en 1983. Moi, on me dit, vous tapez beaucoup sur lui. Je dis, mais vous oubliez que je tape sur tous les gens depuis 1983 qui défendent exactement la même thèse, et surtout depuis 92 qui défendent Maastricht, et surtout depuis 2005, c'est-à-dire 2005-2008, qui ont jeté le référendum à la poubelle et qui en 2008 ont dit, allez, on est entre nous, on est entre députés et sénateurs, écrasez-moi la tête de ce peuple, que ça commence à nous fatiguer. Il a dit non en 2005, il faut qu'en 2008, il l'ait. Socialistes et républicains de conserve. Je n'oublie pas, moi, que sur Paris Match, il y avait une photo de Sarkozy et de Hollande dos à dos, mais souriant, rigolant, copains comme cochons. Je pense qu'il faudrait que tout le monde encadre ça en disant, voilà, ces deux-là ont été présidents de la République, prétendument opposés, ils défendent la même vision du monde. C'est-à-dire que l'hypocrisie, c'est qu'aujourd'hui, on a des socialistes qui sont contre la réforme de Macron. Ils auraient été au pouvoir, ils auraient fait cette réforme. Les Républicains sont contre Macron, mais ils auraient été au pouvoir, ils auraient fait cette réforme. Je rappelle que Macron était ministre de Hollande et que la moitié de ses ministres sont des socialistes, d'anciens socialistes, et la moitié de ses autres des ministres sont aussi des Républicains. Donc tout le monde fait semblant là de dire oh c'est pas bien cette réforme quand même, mais c'est la réforme des Maastrichtiens. Donc la question c'est vous êtes Maastrichtien ou pas ? Si vous êtes Maastrichtien, de toute façon c'était la feuille de route. Eussiez-vous été au pouvoir, que vous auriez exactement fait la même chose. Et Mélenchon c'est exactement la même chose, puisqu'il y a la menace du fascisme. In fine, Mélenchon finit par dire bon, on va pas voter pour Macron, mais contre Marine Le Pen. In fine, on vote pour Macron, quoi qu'on dise. C'est une espèce de comédie politique, et moi je ne suis pas dupe de cette comédie politique. Oui, ça me fait plutôt rire, effectivement, ça. Vous savez, aujourd'hui, on est tout de suite envoyé au tribunal parce qu'on a dit un truc de travers, et on est tout de suite condamné pour racisme, pour homophobie, pour antisémitisme. Alors moi, je veux bien que Marine Le Pen soit Adolf Hitler, Das Reich et Oradour-sur-Glane en même temps. J'exagère à peine, puisque Macron a gagné, et entre les deux tours, il va tout de même à Oradour-sur-Glane, et il va tout de même au musée mémorial de la Shoah. Ça veut dire, attention, la fois prochaine, là, dimanche, vous allez avoir le choix entre Jean Moulin et Adolf Hitler. Donc dans ces cas-là, bon bah d'accord, c'est effectivement le cas. Mais prouvez-le.
Et Adolf Hitler n'a même pas une condamnation pour antisémitisme à son casier judiciaire. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Pendant que les résistants, ce sont les communistes qui oublient qu'ils ont défendu le pacte germano-soviétique, qui lui était un pacte de collaboration entre les nazis et les communistes, et que ça a duré 2 ans en France. Enfin, il y a un moment donné, on dit, vous voudriez pas faire un peu d'histoire, juste pour éviter de faire les arrogants, les suffisants, les prétentieux. Menaces de mort, s'il y a, dénonçons-les. Mais qu'est-ce qu'il y aurait avec Marine Le Pen au pouvoir? Elle a l'impression qu'on ferait des camps de concentration dans lesquels on mettrait les homosexuels avec un triangle rose. Enfin, il faut être sérieux. Ça s'appelle du négationnisme et du révisionnisme. Le jour où il y a vraiment un Adolf Hitler, vraiment un antisémite, vraiment, etc., on les voit plus. Quand on les voit partout, ils ne sont plus nulle part. Donc effectivement, je ris de ça en disant qu'en plus de ça, elle nous dit qu'au sens littéral. Elle ne nous dit pas c'est métaphorique. Non, pas du tout. Elle dit au sens littéral, c'est peine de mort pour les femmes homosexuelles. Peine de mort pour les lesbiennes si Marine Le Pen arrive au pouvoir. C'est sérieux. On a l'impression d'un sketch d'un comique, quoi, qui est sur scène parce qu'il est dans l'outrance. Eh ben non, pas du tout. C'est une déclaration politique. Comment vous expliquez que ce théâtre de l'antifascisme fonctionne toujours? Alors, il opère un peu moins bien que dans le passé. Il faut se souvenir que Jean-Marie Le Pen, en 2002, n'avait eu que 18% des suffrages, quand Marine Le Pen on a obtenu 41%. Mais pour autant, c'est toujours le même résultat à la fin. Oui, alors ça s'appelle le pavlovisme, c'est-à-dire que le chien de Pavlov est dressé pour saliver dans les mêmes circonstances et les mêmes occasions. Donc tout est fait par les médias du système, par les médias du service public, par les universitaires, par les enseignants, les écrivains, par l'école. On démarre dès le primaire avec une idéologie en leur disant il faut penser comme ça, il faut penser comme ça, il faut penser comme ça. Donc ça marche sur le climat, sur la planète, sur le multiculturalisme. C'est ça ou le fascisme. Donc évidemment, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être traités de fascistes. Et donc ils disent bah oui, finalement c'est vrai. Donc il y a une espèce de moment où on donne le coup de sifflet. Le coup de sifflet, c'est les élections sont ouvertes et il faut voter. Et ben là, sécrétion du suc gastrique et puis voilà, on a voté. Et puis le lendemain, on dit bah voilà l'expression de la volonté populaire. On dit mais attendez, ça s'est pas du tout passé comme ça. Enfin il y a pas d'effet de volonté chez le chien qui salive. Il y a simplement un effet réflexe. Et il y a aujourd'hui un effet réflexe qui fait effectivement que tout le monde finit par dire ah je vais quand même pas voter pour Marine Le Pen. C'est quand même pas possible. Le Pen c'est Papa Le Pen. Papa Le Pen c'est le nazisme c'est pas possible. Allez, je vote pas pour elle, je vote contre, je ne voterai pas pour Macron, pardon, mais je voterai contre Marine Le Pen, et puis on y va, puis c'est parti. Et puis les gens commencent à comprendre que finalement ça marche pas ce truc-là. Moi je le dis depuis des années. Dès le départ, quand Jean-Marie Le Pen s'est trouvé au second tour pour la première fois, j'ai dit que je ne voterai pas. Je voterais blanc, mais que je ne voterais pas dans cette espèce de mascarade qui consistait à dire que il y avait des craintes pour le fascisme. Il y avait des craintes. Alors, c'était quoi le problème? C'était 80% ou 75%? C'était ça que ça changeait? La CGT, le patronat, les athées, les libre-penseurs, les évêques, les curés, tout le monde était dans la rue pour nous dire qu'il y avait un péril nazi. Donc je dis arrêtez de vous faire peur et de nous faire peur. C'est le quart d'heure de la haine chez Orwell, et moi je ne souscris pas à ça. J'ai pas peur. En plus de ça, je ne joue pas avec ce genre de peur. Il y a des vraies occasions de peur. L'idée, par exemple, que le fascisme aujourd'hui soit menaçant, mais du côté de la France insoumise, c'est plutôt là que la critique de la démocratie, le refus du parlementarisme, la haine des juifs sous forme d'antisionisme, la haine de l'ennemi, la référence à Robespierre, la référence élogieuse, la référence à la guillotine, l'idée qu'on simule des décapitations de ministres, enfin, s'il y a un vrai danger pour la démocratie, il se trouve plutôt là. Pas du tout. Quand les ministres interviennent, ils nous disent attention aux milices d'extrême droite qui posent des problèmes pour la continuité de la République et de la démocratie. C'est-à-dire on rêve. On a un personnage qui nous dit du bien de Robespierre et on estime que ce sont des démocrates. Des gens comme Alexis Corbière, d'ailleurs, qui écrit pas tout seul ses livres, mais qui publie un éloge de, je sais plus comment ça s'appelle le texte, Revient Robespierre ou quelque chose comme ça, qui nous explique que Robespierre n'a pas eu lieu. C'est un gentil Robespierre, il aime le peuple, la terreur c'est pas lui, le tribunal révolutionnaire c'est pas lui du tout, ça n'a rien à voir. Le génocide vendéen rien à voir avec tout ça. Mais Carrier, Fouché, Fouquier-Tinville, etc. Ah non, tout ça, vous inventez, vous êtes des contre-révolutionnaires, vous voulez la restauration de la bourgeoisie, de la royauté. Mais qu'est-ce que c'est que cette soupe généralisée? C'est un peu normal, on fait plus d'histoire. Si vous commencez à faire de l'histoire, évidemment, vous êtes un dangereux personnage,
langage. Si vous êtes en train de penser et que vous faites fonctionner librement votre intelligence, vous êtes un type dangereux, vous n'êtes plus un type de gauche, donc vous êtes évidemment un fasciste. Enfin, on est dans un régime de terreur intellectuelle, c'est pas évident. Pendant très longtemps, vous vous qualifiez comme quelqu'un d'athée, mais aujourd'hui, vous précisez très souvent que vous êtes un athée catholique, comme si vous n'étiez pas de nulle part, justement, et que, en fait, cet athéisme, il a été aussi rendu possible, ou en tout cas, la manière dont vous vous êtes façonné, votre culture, tout ce qui a contribué à faire ce que vous êtes, s'inscrit aussi dans une histoire profonde. Vous n'êtes pas là à vouloir déconstruire, nier un certain nombre de racines. Et peut-être que ça aussi, ça vous est reproché aujourd'hui. Oui, je vous disais, dites compte là que je lisais pas ce qui m'était consacré, ni le bien ni le mal, jamais. Donc non, je vous renvoie. Non, mais peu importe. Lecture que j'ai pu faire. Oui, mais mais ça après, après évidemment, les choses me sont évidemment rapportées, mais donc c'est facile à vivre. Je veux dire, quand vous dites, je suis pas sur les réseaux sociaux, je vous lis pas, et vous pouvez faire une page contre moi dans Le Monde, ça changera rien du tout, je la lirai pas. Donc voilà, c'est fait pour la litière des chats le lendemain, et puis voilà tout. Mais je pense qu'il faut contextualiser les propos. C'est-à-dire que le traité d'athéologie, je l'écris dans une configuration qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Je pense, moi, je ne tire pas sur les ambulances. C'est-à-dire que y a eu un moment donné où quand le christianisme était puissant, je pouvais tirer sur le christianisme. Je pense que le christianisme l'est plus puissant, qu'il est même dans la souffrance, dans la persécution, etc. Donc je dis, mais voilà, moi je défends le christianisme s'il est persécuté. S'il est persécuteur, je ne le défends pas. Et quand le christianisme persécute, je ne suis pas du côté de ceux qui persécutent, je suis du côté des persécutés. Je pense que depuis 25 ans, je ne sais pas depuis quand date Vatican II. Non, pas Vatican II. Non, pas Vatican II. Non, je parle du traité d'athéologie. D'accord. Oui. Il s'est passé plein de choses. La déchristianisation a été galopante. Et l'islamisation, pour aller vite, a été galopante en même temps. Donc on voit bien s'effondrer le christianisme, et dans le christianisme, on voit s'effondrer un christianisme. Moi, je n'aime pas beaucoup le pape actuel, qui n'est pas jésuite par hasard, mais j'aimais beaucoup Benoît XVI. L'athée que je suis aimait Benoît XVI parce qu'il y avait chez lui de la théologie, de l'herméneutique allemande, de la lecture de la philosophie allemande, qu'il y a eu aussi le discours de Ratisbonne, et que c'était très bien de poser la question qui fâche. C'était son rôle. Et moi, je pense qu'il est tombé à cause de ça. C'est une de mes hypothèses, mais il a payé cher ce discours de Ratisbonne. Le pape d'aujourd'hui, qui nous met un gilet de sauvetage au Christ et se fait photographier devant le Christ, comme si le Christ était un migrant. Enfin bon, c'est pas un pape qui m'intéresse vraiment beaucoup. D'autant moi, j'aimerais qu'on parle un peu du passé de ce monsieur. Qui n'a pas été terrible. Et donc, je me dis simplement qu'il y a du compagnonnage avec les chrétiens, pour moi, oui. Et je pense que ce qui a résisté au christianisme a constitué le judéo-christianisme aussi. C'est-à-dire que Rabelais est chrétien, Montaigne est chrétien, Erasme, mais pour ne garder que les Français, par exemple, que Voltaire est chrétien. C'est-à-dire que l'aspect rabelaisien, tout le génie de Montaigne, toute l'ironie de Voltaire, tout ça c'est chrétien. Et que, y compris les gens qui s'opposent au christianisme, se positionnent par rapport évidemment à cette religion et pas par rapport à l'islam. Et donc, je n'oublie pas que je suis d'une civilisation et d'une culture qui est iconophile. Il faudrait qu'on parle des conciles qui ont rendu possible l'image, par exemple. Et je crois que l'iconophilie, c'est pas rien. L'iconoclastie, c'est autre chose. Les juifs sont iconoclastes, les musulmans sont iconoclastes, les chrétiens sont iconophiles. L'iconoclastie juive rend possible l'herméneutique, ça donne le génie de ce peuple-là, parce que c'est toujours l'interprétation, le commentaire, etc., etc. Le génie catholique ou le génie chrétien, c'est le génie de l'allégorie. C'est quoi un chameau qui passe par le chat d'une aiguille? Qu'est-ce que c'est un grain de sénévé qui ceci, qui cela, etc. Donc il y a des histoires, il faut les comprendre, et on raconte avec la peinture. Donc il y a ce concile qui dit, ouais, faites des images, faites des statues, faites de l'art, et on rend possible l'art occidental, qui est d'une certaine manière l'art mondial, planétaire. Et on a une iconoclastie musulmane qui nous dit, ah papa, le texte, c'est Dieu qui a parlé. Donc on ne commande pas ce qui dit Dieu, on obéit. Ça ne crée pas la même civilisation. Donc effectivement, je suis chrétien, voire judéo-chrétien, mais judéo-chrétien parce que l'herméneutique m'intéresse, donc judéo, et chrétien parce que l'allégorie m'intéresse. C'est tout le génie de notre civilisation chrétienne que de penser l'allégorie, la symbolique, etc., plus l'herméneutique.
Je ne suis pas sûr que l'islam, en tant qu'il est religion de la répétition du texte, parce que le texte est sacré et qu'il s'agit juste d'obéir au texte de manière extrêmement littérale, ça ait généré une civilisation planétaire. Ça génère une civilisation, il y a une civilisation islamique. Elle produit quoi? Elle produit de manière interne des effets islamiques. Moi, je suis allé dans les bibliothèques, par exemple au Mali ou en Mauritanie, et j'étais très désireux de voir ces manuscrits, ces textes qu'on nous présentait comme géniaux. En fait, ce sont des textes de théologie. C'est du droit, mais c'est du droit islamique. C'est de l'astronomie, mais c'est de l'astronomie islamique. C'est-à-dire, il s'agit de s'orienter pour trouver la bonne direction de la Mecque, etc. Il s'agit de voir comment les hadiths, la charia, le Coran se trouvent articulés, ce qui donne un texte, etc., etc. C'est-à-dire que il y a quelque chose de centrifuge dans cette religion, qui n'est pas le cas dans l'allégorie chrétienne, qui n'est pas le cas non plus dans l'herméneutique juive. Donc, l'athée que je suis s'inscrit dans une configuration judéo-chrétienne. C'est ce qui fait effectivement que je peux dire que je suis un athée chrétien. C'est pour ça que je prends du temps pour donner l'explication, parce qu'on pourrait dire, mais c'est un oxymore, si on est un athée, on n'est pas chrétien. Non, je pense que on m'avait commandé d'ailleurs un que sais-je sur l'athéisme, et je me suis dit, mais il faut penser l'athéisme dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, je sais pas qu'est-ce que c'est qu'un athée dans une civilisation animiste. Qu'est-ce que c'est qu'un athée quand on a dit qu'un panthéiste comme Spinoza l'était, ou quand un polythéiste comme Épicure l'est aussi, est-ce qu'on est vraiment athée? Enfin, il y a tout un travail à faire sur la question de l'athéisme. Moi, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis que Dieu existe comme une fabrication humaine. Donc c'est pas une façon de dire il n'existe pas. J'ai dit si, il existe, mais je vais vous en faire la généalogie pour que vous voyez quelle elle est, cette généalogie. Là, je travaille sur un Jésus qui est pas non plus de dire Jésus n'a pas existé historiquement. Je dis l'historicité de Jésus, elle est conceptuelle. Donc elle n'est pas du tout réelle. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour un charpentier, Marie, etc., sauf à y croire. Mais moi, je n'y crois pas. Et c'est ce qui fait que mon athéisme s'inscrit dans le christianisme. Quand on dit un athéisme chrétien, on n'avait pas tort. La formule est juste, mais elle est un peu oxymorique et elle exige un peu d'explication. Je pense qu'il y a une vraie crise civilisationnelle. Moi, je ne pense pas comme Zemmour que le problème, ce soit l'islamisation ou le grand remplacement. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est Victor Ségalen, et qui écrit Les Immémoriaux, et qui raconte comment s'effondre la civilisation polynésienne, la civilisation marquisienne. Et il dit, on peut toujours simplement dire, mais les bateaux arrivent avec les missionnaires, c'est fini. Mais il dit non, si les bateaux arrivent avec les missionnaires et que c'est fini, c'est que c'était déjà terminé en amont. C'est-à-dire que ça n'est jamais la force de l'occupant qui fait l'occupation, c'est la faiblesse de ceux qui laissent l'occupation se faire. Et il dit, mais déjà, dans la civilisation marquisienne, il y a un moment donné où l'ancien est en train, avec un système de nœuds sur des cordes, de raconter les généalogies. Il raconte, etc. C'est toute la poésie que j'aime, moi. Et à un moment donné, il est perdu. Il oublie la généalogie, il sait plus ce qui se passe, machin, fils de bidule, fils d'un tel, fils de... Et d'un seul coup, consternation dans l'Assemblée, l'ancien qui était le gardien de la mémoire de ce peuple montre qu'effectivement tout s'est effondré. Il a perdu la mémoire de son peuple. À partir de ce moment-là, d'autres peuvent arriver en disant je m'installe et finalement votre civilisation je la détruis. Et j'ai lu Spengler, c'est une partie de ma thèse, mais Spengler, c'est 1000 pages, et c'est 1000 pages de philosophie allemande. Et là, les Immémoriaux, c'est construit comme un roman, mais ça va beaucoup plus loin, parce que sur la civilisation des Marquises, on apprend qu'une civilisation ne s'effondre pas tant de sa faiblesse, de la force des autres, mais que de sa faiblesse. C'est-à-dire que si le christianisme effondre le monde païen, c'est parce que le monde païen était faible, il avait fait son temps. Et il y a plein de choses qui font qu'effectivement l'effondrement de Rome, il est dû à Rome, il n'est pas dû à ceux qui envahissent. Et simplement, quand on ne croit plus à ses valeurs, à ses vertus, qu'on commence à enseigner la négation de soi, la haine de soi, alors là, tout est fait pour que tout s'effondre. C'est en cela que ce troisième volume, enfin tous les volumes de l'année des fous, c'est comme un sismographe qui annonce l'irruption prochaine. Mais en fait, tout est déjà là, tous les signes avant-coureurs de cette chute seraient là. Mais j'en reviens presque à la question initiale. Vous opposez à ce que je vois comme un désespoir dans la situation que nous vivons. Vous opposez un rire, une ironie parfois mordante. Mais c'est vrai qu'à la lecture de la Nef des Fous, on se demande ce qu'il y a encore à faire, puisque tout est déjà là.
et semble ne pas pouvoir avoir une opposition, une reconstruction possible. Oui, je vous disais, ça ne doit pas passer par nous. C'est-à-dire que nous, on résiste avec d'autres valeurs. On résiste avec Rabelais, on résiste avec Montaigne, on résiste avec Voltaire en disant tout ça me fait rire, vous ne m'impressionnerez pas, insultez-moi si vous voulez, interdisez-moi si vous voulez, et alors vous ne me ferez pas mettre un genou à terre, vous ne me ferez pas dire des choses que je ne pense pas, vous ne me ferez pas dire des choses auxquelles que je ne crois pas, et puis voilà. Et si tout le monde faisait ça, c'est la fameuse phrase de la Boétie, soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Il y a un moment donné où si les gens n'étaient pas dans la lâcheté, dans l'abandon, dans l'obéissance, on aurait une sacrée force. Si tous les gens qui me disent à l'oreille, c'est formidable ce que vous faites, mais je ne peux pas le dire parce que je risque de perdre mon poste, je risque de perdre mes subventions, je risque d'avoir des problèmes avec mes amis, Bon, je dis d'accord, très bien, c'est votre affaire, je ne vous en veux pas, mais ne vous en prenez qu'à vous-même si les choses se passent ainsi. Si déjà chacun disait non, là où je suis, ça ne passera pas par moi. Je ne laisserai pas dire, je ne laisserai pas entendre, je ne développerai pas ce genre de thèse, je ne ferai pas de concessions. Je ne dirai pas toutes et tous, par exemple. Ça peut commencer par des choses toutes simples, comme celle-ci. Ou dans un dîner, de dire, je prendrai la parole, tant pis si je dois gêner, mais je ferai avancer mes idées. C'est pourquoi je vais à aucun dîner. Je les compte sur les doigts d'une main dans une année et je choisis mes amis et mes convives. Mais je pense que c'est une résistance qui est pas inutile. C'est-à-dire de dire, ça ne passe pas par moi. Et j'ai fait un livre qui s'appelle Sagesse, qui est un éloge des Romains et des vertus romaines, je crois à l'élégance. Je crois que quand il faut mourir, eh bien on y va gaiement et joyeusement. On n'y va pas en geignant, en se plaignant. On a une civilisation de la plainte. Moi, j'ai eu un père ouvrier agricole, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. C'est une compagne qui a eu un cancer pendant 13 ans, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Et aujourd'hui, tout le monde se plaint de tout le temps. Il y a cette espèce de civilisation géniarde. Cette façon d'accabler la société, d'accabler les autres, d'accabler la civilisation, de dire c'est la faute à machin, à bidule, à tel autre. Moi, je suis coupable de rien, je suis une pauvre victime, etc. C'est déjà ne pas souscrire à tout ça et arrêter de se présenter comme une victime perpétuelle. Et juste dire, je suis pas dupe de votre système, de votre bricolage, ça me fait rire, ça me fait marrer, ça me fait sourire, ça me fait grincer des dents avec tout le monde, ça me fait, etc., etc. C'est déjà pas mal. Je vous assure que la leçon de la Boétie qui nous dit, soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre, ça marche. Vraiment de dire si collaboration il y a, j'enlève le mot, mais enfin si tout ça fonctionne, c'est parce que vous y consentez. N'y consentez plus, vous verrez déjà. Et je pense que c'est assez allégorique de ce qu'est le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'osent pas être libres, il y a des gens qui n'osent pas dire le fond de leur pensée, il y a des gens qui ont peur d'être maltraités, mal considérés, mal regardés. Et puis quand vous avez eu l'audace de la vérité, et que vous avez dit que les choses étaient comme ça, je vous assure que c'est une résistance qui peut être efficace. Je crois simplement que, surtout, il a montré qu'il détestait le peuple. Il déteste les gens. Et moi, c'est mon fil conducteur. Quand je vote à gauche en 81, je défends le peuple. Quand je suis aujourd'hui contre cette gauche wokiste, c'est toujours que je défends le peuple. Et quand aujourd'hui quand hier je défendais les gilets jaunes, je défends le peuple. Et quand aujourd'hui je défends les gens qui ne veulent pas de cette réforme, je défends toujours le peuple. Je pense simplement que Macron nous le dit lui-même qu'il déteste le peuple. C'est-à-dire qu'il fait 5 ans, et puis il dit « j'ai appris à découvrir le peuple, la France, je savais pas trop ce que c'était, quoi. » C'est formidable, ça. Mais ça vous donne des devoirs d'être chef de l'État, ça ne vous donne pas des droits. Ça ne vous donne pas le droit d'imposer votre feuille de route, ça vous donne le devoir d'écouter ce que les gens demandent et souhaitent. Et c'est ça aussi un chef de l'État. À vous entendre, j'ai une question. Qui défend aujourd'hui le peuple ? Et d'une certaine manière, si je devais prolonger cette question, c'est est-ce que les politiques aujourd'hui, dans la mesure où ils sont de moins en moins bien élus par le peuple qui a fait très largement sécession et qui, pour beaucoup, ne vont même plus voter, qui défend encore ? Est-ce que les politiques défendent encore le peuple ou est-ce que c'est pas finalement ailleurs qu'il faut chercher ceux qui défendent le mieux le peuple ? Moi, je suis très gaulliste aussi sur cette question-là, mais je crois que les gens qui font profession de politique ne défendent pas le peuple. Ils s'en servent, ils lui parlent, ils l'invoquent, mais que quand on fait profession de politique, on défend sa boutique. On veut être élu, on veut être réélu, on veut un groupe parce qu'on veut de l'argent pour pouvoir vivre avec cet argent. Et on est un professionnel de la politique. C'est-à-dire que jadis, on avait un métier, puis on faisait de la politique. Aujourd'hui, on fait de la politique son métier. Alors on a été vaguement ceci, vaguement cela. Moi, je googlise de temps en temps, c'est très intéressant de voir des gens sur les chaînes d'infos continues. Vous les regardez, tous ces gens, ils n'ont jamais travaillé, ils ont tous fait de la politique. Regardez Mélenchon, c'est un professionnel de la politique.
Alors évidemment, si vous avez des idées, on vous dit ce sont des bonnes idées, je veux bien de vous. Je ne veux plus de vous. Alors là, vous dites non, qu'est-ce que je fais ? Je suis obligé de travailler, c'est pas possible. Donc on est ce que fait Hanouna avec ses émissions, c'est-à-dire que on questionne des algorithmes en disant ils veulent quoi les gens ? Et c'est ça le populisme. Hein. Ils veulent quoi ? Ils veulent ça. Alors je défends ça. Mélenchon, il a été trotskiste, puis après il a été mitterrandien, puis après il a été anti-maastrichtien. Il a été maastrichtien, puis maintenant il est anti-maastrichtien. À une époque il était jaurétien, puis maintenant il est du côté de Chavez. Et puis il a des... On se dit mais c'est quoi ce trajet ? On a l'impression que c'est une cohérence. Oui, il y a une cohérence. Moi, ma vie, mon œuvre, mon métier de politicien. Je veux pouvoir vivre avec des voitures avec chauffeur, je veux pouvoir vivre avec la cave de la mairie, avec la cave du ministère. J'arrive, et qu'est-ce que vous avez comme carte ? Formidable, tiens, donnez-moi un Pétrus de mon année de naissance, je suis ministre, je vais défendre le peuple tout à l'heure, faudrait que je m'emmène une petite lampée en attendant. Et vous dites, mais c'est devenu un métier, la politique. Donc évidemment, quand on fait ce métier, on a envie que la boutique continue. Donc on parle du peuple, ça c'est sûr, mais on ne s'occupe pas du peuple. Parler du peuple, c'est dire je vais au-devant du peuple. Marine Le Pen dit le peuple ceci, le peuple cela, mais Marine Le Pen, entre l'euro, entre l'écu, entre la monnaie unique, la monnaie commune, maintenant elle défend Schengen, elle défend l'Europe, elle défend l'euro, elle dit mais elles sont où vos idées ? C'est un peu problématique. Et si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire ? Ce sera quoi ? Vous allez changer d'idée aussi ? Moi je suis pour les convictions. On a des convictions, on a un métier, on les présente au peuple, le peuple dit je veux pas. Vous voulez, j'y vais. Vous voulez pas, j'y vais pas. Je suis pas élu, c'est pas grave, j'ai un métier. Je continue. Je suis élu et je suis là pour vous. Je suis pas là pour dire je pense pour vous, mais en même temps, c'est compliqué, vous savez, c'est pas si simple que... Regardez Tsipras, trahison du peuple. Regardez Podemos, trahison du peuple. Regardez Meloni, en train de trahir le peuple un peu aussi. Donc tous ces gens qui arrivent au pouvoir et qui disent après c'est plus compliqué que ce qu'on imaginait, vous savez, c'est pas simple, les finances, on va être obligé de... Mitterrand, il arrive au pouvoir en 80, 83, il dit on peut pas sortir du serpent monétaire, c'est pas possible, un peu de rigueur, on ouvre une parenthèse, jamais fermée. Elle est jamais fermée, on est toujours dans la parenthèse de la rigueur. Vous savez, c'est vieux comme le monde. Moi, j'aime beaucoup dans la Révolution française ceux qu'on a appelés les enragés. Parce que ce sont des gens qui disent, bon, la Révolution française, elle a eu lieu, là, ça fait 3 ans, on a déclaré la République, liberté, égalité, fraternité, mais on voudrait des bougies pour s'éclairer dans la maison. On voudrait du savon pour pouvoir se nettoyer. Et on voudrait de quoi manger, on voudrait juste du pain. Alors, liberté, égalité, fraternité, tout ça, c'est fort sympathique, mais nous, notre vie, elle n'a pas changé. Vous avez confisqué les biens du clergé, vous les avez vendus, et vous avez vendu à qui ? Nous, on peut pas, on a du mal à acheter notre pain, vous avez vendu à la bourgeoisie. D'accord, très bien, liberté, égalité, fraternité, mais enfin, pour nous, c'est pas terrible. Robespierre, il dit, envoyez-moi tout ça à la guillotine. Et bien, on en est là. C'est-à-dire que Robespierre, le fameux Mélenchon, quand le peuple, il l'envoie à la guillotine, il n'y a aucun problème. Quand le peuple dit, vous savez, on crève la faim, on a changé de régime, mais on crève la faim. Nous, la révolution, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. On a juste vu l'Église qui avait de l'argent, et vous lui avez pris l'argent, puis vous l'avez donné finalement à la bourgeoisie, au commerce, etc. Mais nous, les pauvres, taisez-vous. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Ce sont toujours les pauvres qui sont les dindons de la farce. Les pauvres, en 81, ils sont heureux. Ils klaxonnent dans les rues. Mitterrand va leur donner du pouvoir d'achat, de la dignité, etc. 83, c'est bon, rigueur maintenant. Hein. L'urgence, c'est de refermer la parenthèse ouverte en 83 ? Pour la gauche, l'urgence, c'est de revenir à l'intégralité de la Ve République. C'est-à-dire, elle n'existe plus, la Ve République. Aujourd'hui, il y a la Constitution. La Constitution, il y a des gens payés très cher pour respecter la Constitution, mais c'est un chiffon de papier, la Constitution. On a taillé, découpé, enlevé, on a supprimé la souveraineté. En 92, la France n'est plus souveraine. Je crois que les hommes politiques aujourd'hui qui font profession de politique sont des gens qui n'aiment pas les gens, mais ils aiment le pouvoir qu'ils ont sur les gens. Ça va pour le maire de Caen, ça va pour le maire d'Argentan, des gens que j'ai pu connaître. Ce qui les faisait jouir, c'était de pouvoir décider, de pouvoir être le chef, de pouvoir faire des discours. La plupart du temps, avec un français approximatif, avec des considérations débiles, de couper des rubans, de déposer des gerbes, etc. On dit, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour changer la vie des gens, vous êtes là pour faire des choses, vous êtes là pour agir, vous n'êtes pas là pour nommer les copains, vous n'êtes pas là pour évincer les gens qui vous gênent, vous êtes là pour aller chercher des talents, vous êtes là pour dire mais j'ai mon peuple, c'est mon peuple, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il soit content d'habiter dans cette ville, je veux qu'il soit heureux d'être français, et c'est ça qui nous manque. Donc c'est pas très compliqué d'une certaine manière, si les choses sont très claires. Pas de politiciens professionnels, des gens qui ont une vraie feuille de route populaire, et j'allais presque dire populiste, moi ça me gêne pas, parce que on est populiste ou populicide, c'est pas compliqué, c'est Gracchus Babeuf qui invente le mot populicide, mais soit on défend le peuple, et moi ça me gêne pas d'être populiste, soit on le défend pas et on est populicide, et on se dit, le peuple, mettez-moi ça à la poubelle. Et quand on dit, non, les gens dans la rue, c'est pas le peuple, c'est une masse, c'est une foule. Il y a 50% des gens qui n'ont pas voté pour Macron.
Dans les 50% qui ont voté, il y a je ne sais combien de gens qui n'ont pas voté pour lui. Et dans ceux qui ont voté pour lui, il y a plein de gens qui n'ont pas voté pour lui, mais contre Marine Le Pen. Et à un moment donné, on se dit, mais attendez, la masse, elle est dans la rue, là peut-être, la foule elle est dans la rue, mais peut-être pour vous dire des choses que vous pourriez entendre. Votre légitimité sur le papier, peut-être, mais tout de même, réfléchissez. Peut-être que si vous ne jouiez pas au roi, avec divertissement, on dira pour le coup, si vous ne jouiez pas à être ce roi-là, mais simplement que vous écoutiez en disant, mais il y a des gens ici, et il y a un peuple français, et on s'en fout qu'il soit de droite ou de gauche, ou c'est pas ça le problème, de dire, vous êtes de droite, c'est bien ou c'est pas bien, vous êtes de gauche, c'est bien ou c'est pas bien. Non, vous êtes français, on a envie de faire des choses, parce que la France est un pays magnifique, comme la ville d'Argentan est une ville magnifique, et puis voilà, il faut défendre les gens qui sont là, et pas regarder s'ils sont de droite ou de gauche, et je pense que les gens n'attendent que ça, que la politique cesse d'être un métier, que les gens arrêtent de laisser croire qu'ils ont des convictions quand ils n'en ont pas. Je vous dis, la gauche au pouvoir ferait la même chose que Macron aujourd'hui. Tous ces gens qui disent qu'ils sont contre, ils feraient la même chose quand ils sont dans la configuration maastrichtienne. L'exigence, c'est de quitter l'Europe de Maastricht. Ça paraît évident que quand on ne dispose pas des leviers, on ne peut pas faire de politique. Quiconque aujourd'hui se présente au présidentiel, vous l'aurez remarqué, est maastrichtien. Zemmour n'a jamais dit qu'il quitterait Maastricht. Marine Le Pen a dit que Schengen, l'euro, l'Europe, tout ça c'était formidable. Bon, ben d'accord, très bien. Vous restez entre vous, donc arrêtez de laisser croire que vous allez changer les choses. Ça n'est pas la France qui décide depuis Maastricht. Tant qu'on restera dans cette configuration, on ne pourra pas faire de politique. Alors elle dit, vous avez vu, le Brexit, ça va être terrible, ça va être monstrueux, tout va s'effondrer. Non. Et puis on nous dit aujourd'hui, vous avez vu comment ça marche, c'est pas terrible. Je dis, mais attendez, le Frexit, c'est l'art de reprendre des commandes, c'est pas l'art de prendre une direction. Quand vous avez recouvré la souveraineté, vous pouvez faire de la politique. Si maintenant, quand vous avez recouvré la barre du bateau, vous dites « on a la barre, c'est maintenant nous qui décidons, mais on va continuer à aller dans la même direction », c'est normal que ça ne marche pas. Si effectivement vous avez quitté Maastricht pour rester dans la configuration libérale américaine, etc., mais évidemment que ça ne change rien. Ça ne sert à rien d'être souverain s'il s'agit de recommencer à faire la politique précédente. On recouvre une souveraineté et elle devient nationale, cette souveraineté. Il y a un peuple. On le consulte, on lui demande, on le sollicite, on a un projet, on a un programme, on se moque que ce soit de droite, on se moque que ce soit de gauche. Des fois c'est de droite et des fois c'est de gauche. C'est ce que j'appelle le Front populaire. Le problème c'est de dire, est-ce que c'est bien pour la France? Est-ce que c'est bien pour les Français? Est-ce que c'est bien parce qu'on a envie de redémarrer quelque chose, de dire, mais attendez, il y a un génie français, il y a un peuple français, il y a du talent français, est-ce qu'on a envie que les gamins ils prennent l'avion pour aller faire leurs études aux États-Unis? Est-ce qu'on a envie que les gamins ils fassent leurs études dans des pays qui sont pas la France parce que l'université c'est plus rien du tout, parce qu'aujourd'hui on n'a plus de moyens pour travailler, parce que la recherche c'est rien du tout. Hollande qui quand il a été élu est allé voir les chercheurs en disant on va mettre le paquet, etc. Il n'y a plus de chercheurs. Quand on a aujourd'hui des prix Nobel français, ils travaillent aux États-Unis, parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de rendre possible le génie français, mais il y a des génies français potentiels partout. Il y a des jeunes qui sont probablement des biologistes, la femme qui a découvert les ciseaux qui permettent de travailler sur le génie génétique, de découper l'ADN, etc. Elle est française, elle a eu un prix Nobel. Elle a eu un prix Nobel pourquoi? Parce qu'elle a eu les moyens de travailler ailleurs qu'en France. Donc il y a un moment donné où on se dit, mais est-ce qu'on va continuer à plonger comme ça, ou est-ce qu'on se dit, allez, on a des chercheurs, on a des gens talentueux. Moi je vois avec les gens du cinéma qui me disent ah c'est tellement bien ce que vous dites, mais on peut pas le dire, etc. On a envie de leur dire mais faites le cinéma que vous portez et retrouvons l'esprit des grands cinéastes français parce que vous avez des choses à dire. Et puis c'est pas très compliqué, mais c'est pour ça il faut le vouloir. Tant qu'on est dans une configuration où nous ne disposons pas des moyens de mener notre propre politique, c'est pas compliqué. On a une feuille de route, elle vient de Bruxelles qui, je vous disais tout à l'heure, va la chercher aux États-Unis cette feuille de route. Et évidemment dans cette configuration-là, c'est pas Mélenchon qui va nous sortir de la panade, c'est pas Marine Le Pen qui va nous sortir de la panade, ni Monsieur de Courson, ni je sais pas qui. Tous ces gens qui font de la politique politicienne ne sont pas des gens qui ont un grand destin, un grand dessein pour la France. Sans quoi il faut être gaullien en ce sens, en disant c'est quoi votre projet pour la France, presque de dire pour les 1000 ans qui viennent. On pourrait même dire, quelqu'un de courageux dirait pour les 100 ans qui viennent. Là on dit mais c'est quoi votre projet? La prochaine échéance ce sont les élections. Il faut qu'on soit réélu, il faut qu'on ait des députés, il faut que... Non, c'est pas ça. Si on doit avoir des élus et que la France doit s'effondrer, c'est pas grave. C'est Mitterrand, c'est la jurisprudence Mitterrand. Moi, je veux être réélu.
Il faut détruire la France pour ça, c'est pas grave. Je veux bien détruire la France, je veux être réélu. Et on a souvent ça dans le personnel politique. Quand vous les regardez sur les plateaux, suivant que leur parti est au pouvoir ou n'est pas au pouvoir, ils tiennent pas vraiment le même discours. Donc il y a un moment donné, moi je défends effectivement une retraite à 60 ans. Je pense que c'est faisable, que c'est facile à faire. Je suis pas fiscaliste, je suis pas juriste, je pense que c'est une question de volonté. Si on a la volonté, il n'y a pas de problème, on va trouver les moyens de réaliser. C'est ce que dit De Gaulle, l'intendance suivra. Et l'intendance doit pouvoir suivre quand on a la volonté. Là, pour le coup, il n'y a évidemment pas de volonté.